qui part à l'étranger? Il y a deux types. Il y a les riches, des diplômés du supérieur, mais il y a aussi des pauvres qui partent rarement ou quasiment jamais, et ce sont notamment des pauvres issus de l'immigration, des grands centres urbains qui partent au pays, qui prennent l'avion avec l'ensemble de la famille, donc qui composent une partie de ces personnes-là. Vous avez une question? Oui, c'est le passage au loisir. C'est ça on aimerait voir s'il y a une relation entre le fait de partir en vacances, enfin si l'accès au loisir est la porte d'entrée au départ en vacances. Alors, je vous parlais tout à l'heure de la spécificité de la France, qui sont les vacances, ou cette valeur sociale qui est donnée aux vacances. C'est pareil pour les loisirs. Lorsqu'on interroge les Français, qu'est-ce qui est important dans votre vie? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est les loisirs? Est-ce que c'est les copains? Est-ce que c'est ceci, cela? Vous avez une hiérarchie de réponses. En premier arrive la famille, bien sûr. En deux arrivent les loisirs, devant le travail. Donc, les loisirs en France revêtent une valeur sociale extrêmement importante. Il faut en profiter pour pouvoir faire comme les autres. Et pour pleinement profiter de ces loisirs, tout simplement, le meilleur endroit ou le meilleur moment de le faire, c'est pendant les vacances, parce que sinon, on manque très souvent de temps, etc., etc. Donc maintenant, on va le détailler tout à l'heure, qu'est-ce qu'on entend par ces loisirs, ou qu'est-ce qu'ils recherchent pendant ce temps de loisirs, qui est le temps de vacances. Restons un moment sur le budget. En termes de budget, je vais vous donner des chiffres. On dépense en France, en moyenne par an, à peu près 1 600 € pour des vacances, pour faire des vacances par personne. Et pour les vacances d'été, c'est aux alentours, ça dépend de la catégorie, mais c'est aux alentours de 800-850 € par personne. Alors, le taux de départ lui-même, il est boosté. Il est boosté par des aides financières, parce que la question financière reste le principal frein au départ en vacances. Donc, à droite, vous avez le nombre de bénéficiaires, ou la proportion de bénéficiaires d'une aide, c'est 23. En 2014, c'est la dernière fois qu'on avait fait cette étude-là, avec la ventilation des chèques vacances, aide de l'employeur, etc., etc. Et puis après, si on regarde au même moment, donc c'était en 2014, l'impact sur le taux de départ, si une personne avait profité ou bénéficié de ces aides-là, forcément, elle est partie plus souvent en vacances. Donc, il y a une vraie efficacité de ces aides sociales sur le taux, un vrai impact sur le taux de départ, qui passe de 60 à 72, 12 points, c'est considérable. Avec les 72, ils s'inscrivent quasiment dans les mêmes proportions que les hauts revenus ou les diplômés du supérieur. Alors, toujours sur la question financière et budgétaire, avant de passer sur les mobiles et la compréhension, les représentations des loisirs, ils ont développé des stratégies pour partir malin. Alors maintenant, plusieurs précisions à ça. Partir en France plutôt qu'à l'étranger. Ça a été déjà à la mode avant, ce l'est encore plus depuis la crise de la Covid. On part plutôt à proximité dans une région limitrophe pour faire ses vacances, et notamment, le plus souvent, on reste en France. Plus que les proportions qui datent un tout petit peu, choisir un départ hors saison, réserver longtemps à l'avance, voyager avec une compagnie aérienne low cost, etc. Sur ces 3 items qui suivent, plusieurs remarques. Ce sont notamment des catégories aisées, donc des non-exclus des vacances, qui agissent de cette sorte-là. Les employés, les ouvriers commencent à le faire, mais pour l'instant, si vous faites une sociographie du remplissage d'un EasyJet,
hein. Vous n'allez pas tomber sur beaucoup d'ouvriers ou de catégories modestes, je peux vous le garantir. Ce qui est intéressant par rapport à ces 3 items également, ces 3 items sont en corrélation avec un autre élément qu'il faut prendre en compte lorsqu'on pense aujourd'hui le départ en vacances ou les vacances. Ce sont les nouvelles technologies. Je voulais vous montrer mon téléphone, je ne l'ai même pas sur moi. Ce sont les nouvelles technologies, puisque pour faire cela, très souvent, on se sert de son smartphone, la plupart du temps même, et d'Internet. Quand je vous dis nouvelles technologies, smartphone, Internet, je vous dis une autre chose. Je vous dis qu'aujourd'hui, la moitié des gens qui utilisent, qui ont un usage récurrent de ces outils-là, ils sont plus ou moins, je vais le formuler de façon très plate, ils sont accros à ces objets et ils ne souhaitent pas y renoncer pendant leurs activités de loisirs et leurs vacances. Donc, ils n'y renoncent pas pendant les vacances. Ce n'est pas une période hors connexion, off, pour la moitié de ceux qui utilisent ces outils-là. Et ce n'est pas non plus une période où on pense et on pratique les loisirs hors connexion. C'est-à-dire, le loisir que vous allez proposer dans l'offre de service sur place, ben, il faut forcément que ce loisir soit aussi en lien avec les nouvelles technologies et avec l'usage d'Internet. Alors, je crois que vous allez parler tout à l'heure un peu plus sur l'offre et l'offre de service. Un chiffre juste, les animations, festivités, culturelles, etc. Bon, je l'ai entouré. Ça date de 2014. Vous avez fait une enquête récemment, IFOP, vous montrez peut-être que c'est le truc culinaire, non? C'est la gastronomie qui est recherchée, le plaisir gastronomique, etc. Bon. On va rejoindre donc avec ces 2 idées, gastronomie, animation, festivité culturelle. On va rejoindre cette idée de loisirs et la façon dont pensent les Français les loisirs. On l'avait fait au moment où Arnaud Montebourg, je vous raconte une anecdote, était ministre de l'économie. On a fait une étude sur le Made in France. 3e spécificité française, le Made in France. Comment est conçu et pensé par les Français le Made in France? Si vous demandez à un Allemand qu'est-ce que c'est le Made in Germany, il va vous dire le Made in Germany, c'est pour les autres, c'est-à-dire pour l'exportation de produits industriels, des bagnoles, des objets, peu importe, de fabrication industrielle et de leur vente à l'étranger. Un Allemand, son acte d'achat, il n'est pas motivé par un Made in Germany, il n'en a rien à faire. Les Français, ils pensent le Made in France comme étant consubstantiel au marché domestique. C'est pour nous, les Français, et non pas pour l'étranger. Le Made in France a une association domestique, franco-française, et surtout, elle est pensée à travers la gastronomie et l'alimentation. Ce n'est pas l'industrie qui va incarner le Made in France, ce sont des produits alimentaires, de la gastronomie, de la production agricole et diversité des paysages, figurez-vous. Donc, je pense que cet indicateur-là, également, lorsqu'on dit gastronomie, il recherche, je crois que c'était le premier résultat, lorsqu'il recherche cette offre gastronomique et cette particularité-là, il cherche aussi une labellisation. Il trouve cette labellisation, qu'elle soit régionale, locale ou même nationale avec le Made in France, en France proposée. Mais c'est un mobile et c'est un motif qui pousse à la consommation de loisirs particulièrement. Tout comme les animations, festivités culturelles. Pourquoi est-ce que je l'ai entouré? Ça date de 2014. Vous allez me dire, ça n'a aucune valeur, on est en 2022. On vient de faire une autre chose par rapport à ça. Cet indicateur en 2022, il a gardé toute son importance, il a même augmenté, mais il a changé de contenu. C'est-à-dire, aujourd'hui, en 2022, on est après la crise de la Covid. Vous avez peut-être lu dans les journaux, que ce soit Le Monde ou autre, que les cinémas ont des soucis
à attirer des publics. On a vu dans nos enquêtes que les Français ont un problème à consommer leurs loisirs dans des lieux clos maintenant. Ils pensent maintenant les animations et les festivités culturelles en lien avec cette idée de pouvoir pratiquer ou participer à cela, pratiquer ou consommer ces activités de loisirs dans un lieu extérieur. Il faut que ce soit forcément extérieur. Autre élément qui vient corroborer cette idée, la grande enquête nationale des pratiques sportives des Français, qu'on fait également, montre très bien que depuis la crise de la Covid, il y a une véritable obsession des Français. Obsession, quand je dis obsession pour quelqu'un qui fait des statistiques publiques, c'est carrément rock. Une véritable obsession de la nature. Donc, il y a une quête très forte de la nature. Et cette quête très forte de la nature, des espaces naturels, elle est partagée par l'ensemble des catégories sociales. Vous y trouvez des riches, mais vous y trouvez aussi des pauvres ou des catégories modestes. Voilà, je pense que je vais vous laisser là-dessus. J'ai déjà usé trop de mon temps, n'est-ce pas? Non, oui, sinon je vous pose une question, mais sauf si vous vouliez faire juste ça. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est peut-être de revenir sur le premier. Pas besoin d'y revenir comme ça, hein, je l'ai de tête. On voyait bien que le taux de départ était à 60, un peu stable. Il a fait une chute, il est à 54. Vous pensez qu'il va remonter et se rebloquer autour de 60 et quelques ou pas? Je vais vous donner une réponse budgétaire. Lorsqu'on part en vacances, alors, sachez deux choses. Il y a deux choses que je ne vous ai pas dit. S'il y a des arbitrages budgétaires à faire dans un ménage en France, le premier poste sur lequel on fait des arbitrages, c'est les vacances, c'est les loisirs, c'est 56%. Avant de se restreindre sur les fringues, l'habillement, la santé, l'alimentaire, etc., etc. Donc, c'est les vacances qui trinquent en premier s'il faut se serrer la ceinture. Ça a été comme ça et ça va être comme ça. La deuxième réponse par rapport à ça, c'est le coût de l'énergie. Sachez qu'au sein d'un budget de vacances global, le coût de transport est le principal poste. Donc, ce qui coûte le plus cher dans les vacances aux gens, c'est de se transporter d'un lieu A à un lieu B. Et ça pèse notamment sur, évidemment, les bas revenus, où proportionnellement, c'est beaucoup plus important. On est à 40% d'un budget d'un bas revenu qui est bouffé par le transport. Et maintenant, avec la hausse de l'énergie qui est aux alentours, ça dépend de l'énergie, mais entre 25 et 40 selon l'énergie, vous imaginez à quel point ce poste-là va prendre de la proportion au sein d'un budget vacances, parce que c'est incompressible. On ne peut pas dire « je ne fais pas le plein de ma bagnole parce que sinon je ne vais pas arriver », tout simplement, à destination. Donc, cette question du prix de l'énergie et du transport va peser très très fort sur le taux de départ et ne va pas permettre qu'il redémarre tout de suite. Donc ça peut mettre pas mal d'années pour revenir un peu au précédent plafond de verre qu'on constatait. Ça dépend. Déjà. Si la guerre en Ukraine s'arrête, si on trouve des solutions au prix de gaz et si le parent baisse, ça va redémarrer plus rapidement. Mais je ne peux pas lire dans une boule de cristal. Bien sûr. Simon Thiraud, on va vous donner la parole à la fois un peu peut-être pour réagir sur ce qui vient d'être dit et puis aussi pour nous expliquer un petit peu au niveau de l'UNAT, c'est un peu le combat, la mission chez vous, et puis de nous parler un petit peu des choses, des trois aspects qui, selon pour vous, déterminent le taux de départ. Merci beaucoup. Je suis le délégué général de l'Union nationale des associations de tourisme et de plein air. Donc, ce sont des acteurs du tourisme et des vacances qui sont engagés dans l'économie sociale et solidaire, souvent des associations, et qui ont une histoire. Et cette histoire les amène très souvent à s'intéresser au départ en vacances du plus grand nombre, dès le plus jeune âge, tout au long de la vie, quelle que soit la situation. Donc on mène aussi régulièrement un certain nombre d'études. On
n'en a pas mené récemment avec le Crédoc, mais qui sont complémentaires. J'en citerai deux. Une menée avec ADN Tourisme l'année dernière, et puis un nouveau volet qui sortira l'année prochaine, là plutôt sur les aspirations vacances des Français. Donc je vous invite à creuser, parce qu'il y a des choses qui vont rejoindre ce que vient de nous dire Jörg. Et puis une autre qu'on a menée en 2019 et de nouveau en 2022 avec l'IFOP, la Fondation Jean Jaurès et cette année l'Alliance France Tourisme, sous la houlette du politologue Jérôme Fourquet, qui travaille aussi à l'IFOP et qui s'intéresse au sujet des départ en vacances dans la description des inégalités. Alors peut-être un premier chapeau un peu politique, parce que pourquoi s'intéresser aux vacances, ou au droit aux vacances, au droit aux loisirs, quand on est un professionnel du tourisme? Je dirais qu'il y a 3 étapes, et il ne faut pas les prendre dans le mauvais ordre. Il y a avoir le droit de partir en vacances, ensuite avoir les moyens de partir en vacances, et enfin être un touriste. Si les politiques publiques ne s'intéressent qu'à la dernière question, quel touriste suis-je, et éventuellement, quand on arrive dans certaines réflexions, quelles barrières éventuellement mettre à un certain type de touriste, sans se poser au préalable la question du droit et des moyens de partir en vacances, alors on ne résout pas l'équation politique qui se pose à nous et qui est peut-être une spécificité française, mais qui en effet est très forte. Et donc moi j'aime bien rappeler ça, qu'il y a vraiment ces étapes, qu'il faut les prendre dans l'ordre, et que si on ne se pose que la dernière question, on oublie tout un pan de nos concitoyens. Se poser la question, c'est aussi finalement appliquer la loi. Il y a une loi qui date de 1998, la loi de lutte contre les exclusions, et son article 140 fait de l'égal accès de tous tout au long de la vie à la pratique sportive, aux vacances et aux loisirs un objectif national, parce que l'on considère que cet exercice permet finalement l'exercice effectif de la citoyenneté. Et donc là, on retrouve ce lien déjà, pratique sportive, culturelle, on peut le mettre dedans aussi évidemment, loisirs et vacances. Pourquoi ? Parce que quand on part en vacances, on sort de son quotidien, on se construit des opinions, on se construit des goûts, on découvre un ailleurs, on se confronte à l'autre. Finalement, on appréhende aussi, désolé de le dire avec ces mots, mais un peu la complexité du monde, la beauté du monde aussi, et on se dépasse. Alors que quand on est assigné à résidence et que l'on n'arrive pas à partir, on ne se sent pas comme tout le monde, et ce renoncement aux vacances, eh bien, il fait augmenter le sentiment d'exclusion, ce qui était décrit précédemment. On l'a bien vu au moment des Gilets jaunes, où un certain nombre de personnes sur les ronds-points, ça a été documenté, je pense à un article de Florence Sobna dans Le Monde, qui est du verbatim de personnes qui disaient « moi, je ne peux plus payer de vacances à mes enfants, ou je ne peux plus payer le club de sport à la rentrée », et hop, c'est la goutte d'eau qui finalement fait dégoupiller. Et ce qu'on peut se dire, c'est que ce droit au loisir, ce droit aux vacances, dans la période que l'on vit, pleine de tensions, cette cocotte minute sociale, si on peut toutes et tous participer à essayer de la desserrer un peu et de dévisser le couvercle, dans la raison d'être en tant que professionnel du tourisme, eh bien, on a une action qui est aussi citoyenne. Et donc, quand vous, professionnels, vous posez la question du départ en vacances pour tous, de l'accès aux loisirs du plus grand nombre, quand le CRT rajoute le L à la fin de loisirs, finalement, il applique la loi et c'est évidemment une bonne chose. Alors nous, dans le tourisme social et solidaire, on considère qu'on prend notre pleine part à ce travail, mais seul, on ne pourra évidemment pas tout résoudre. Et la loi, c'est l'autre aspect, dit bien que les collectivités, les associations, les entreprises doivent pouvoir y prendre toute leur part. Donc ça, c'est ce premier chapeau que je souhaitais rappeler pour vous dire que quand vous posez ces questions-là, vous posez des questions justes et dans le bon tempo. Alors justement, ceux qui partent pas, qu'ils soient 40 ou 50%, c'est la même problématique. Est-ce que c'est une clientèle potentielle et est-ce qu'il suffit de pas grand-chose pour qu'ils se mettent à partir, ou est-ce que la marge est quand même très, très éloignée? Le travail est serré.
les chiffres que l'on a rejoignent ceux du Crédoc. On a mené une étude au début de l'été qui disait que 39% des Français, donc là l'étude du Crédoc s'arrête en 2021, nous ça pousse en 2022 sur la slide suivante. 39% en juin avaient déjà renoncé à partir pour l'été et 27% se posaient la question. Donc on voit que on est sur une corde raide et où tout ce qui peut se passer peut conduire à renoncer. On voit aussi une chose, et ça c'est important dans la suite, pour répondre à ta question, c'est que sur ces 39% qui disent « nous, en juin, on a déjà renoncé à partir l'été », 64% de ceux-là n'étaient jamais partis, ne partaient pas enfants. Donc se pose la question de la récurrence du départ. Le départ en vacances n'est pas un automatisme, et quand je ne suis pas parti enfant, eh bien adulte, y compris si je laisse de côté le sujet financier, je finis par me dire que les vacances, le repos, c'est pas pour moi et j'y renonce. Et un des accès, effectivement, pour réamorcer la pompe, si je puis dire, c'est effectivement par les loisirs que ça peut se passer. Parce qu'il y a une donnée qui est assez intéressante et qui dans la région dans laquelle on est, va vous parler, c'est que le renoncement aux vacances, il est moins important dans le Grand Sud-Ouest et un peu moins dans le Sud-Est. Pourquoi? Et c'est l'hypothèse qu'on formule, c'est qu'on est sur des régions où dans les 300 km, il y a une diversité de l'offre en matière d'hébergement, de loisirs, de tarification, de paysages, de diversité vraiment très grande, qui permet de partir dans une proximité. Et donc c'est là où, par ailleurs, on a la chance d'être dans un pays où dans toutes les... Alors il n'y a pas la mer et la montagne dans toutes les régions, mais il y a des plans d'eau partout, il y a une offre culturelle partout, il y a une offre de loisirs sportifs partout. On peut justement travailler ce lien et ce chaînage entre loisirs et départ en vacances. Et en termes d'aide, comment ça permet de déclencher du départ, soit du loisir, soit des vacances? Est-ce qu'il suffit de pas grand-chose, là aussi, sur le plan financier? On a interrogé sur les moyens financiers qui étaient utilisés. Et à 88%, si on compte toutes les réponses, pas uniquement en première réponse, mais aussi en seconde réponse, l'épargne est citée. Alors dans l'épargne, on met le chèque vacances parce que c'est de l'épargne qui est partagée entre le salarié et l'employeur. Et donc on voit bien que ce sujet de l'épargne, dans la période que l'on vit, il va être absolument déterminant. Parce que ceux qui arrivent à partir, les catégories les plus riches, grosso modo, une augmentation de 100, 200 euros sur leurs vacances, ça ne changera pas grand-chose et ça ne va pas les conduire à renoncer. Des catégories qui bénéficient d'aide, elles vont pouvoir peut-être continuer à bénéficier d'aide et à partir, mais les catégories au milieu, celles qui sont trop riches pour bénéficier d'aide, mais qui ne gagnent pas suffisamment d'argent pour avoir un reste à vivre suffisant pour les aider à partir, celles-là, ça risque de faire mal. Et c'est là où, en effet, où entre les aides des caisses d'allocation familiale, de la NCV, les aides aussi par les comités d'entreprise doivent pouvoir être mobilisées pour que d'abord tout le monde ait accès aux bonnes informations et aussi que ce travail-là, il se fasse en lien avec les territoires, puisqu'il y a, pour bien le connecter à l'offre. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que les nouvelles tendances des vacances, notamment je parle de l'aspect environnemental, vont favoriser le départ en vacances ou l'accès aux loisirs, ou est-ce que ça va être une contrainte de plus finalement pour ceux qui déjà en étaient privés ou pour lesquels les choses étaient difficiles? Là, j'en reviens du coup à l'étude qu'on a menée avec ADN Tourisme, avec un certain nombre de CRT qui ont participé au financement aussi de l'étude. On voit qu'il y a une aspiration à la pleine nature, mais aussi à une offre culturelle et autres. Mais quand on interroge finalement sur ce qu'est le tourisme durable, en fait, on s'aperçoit que les gens ne veulent pas de contraintes et que la première des contraintes, c'est ne pas payer plus cher. Donc très clairement, là, il y a une forme de
pas de contradiction, mais il y a quelque chose, et Caroline Le Boucher le disait ce matin, le tourisme durable, les Français ne savent pas forcément ce que c'est, donc il revient aux professionnels de s'en emparer, mais je ne suis pas certain que ça constitue un déclencheur sur le départ, peut-être même bien au contraire. Oui, un complément ? Oui, un complément, juste pour rebondir là-dessus, il faut, si on regarde un peu ce qui se cache derrière la sensibilité environnementale qui a tellement augmenté en France et cette appétence pour l'environnement, pour la protection de l'environnement, il faut détailler par qui est portée cette tendance. Et cette tendance, elle est clairement portée par des catégories aisées et par certains jeunes, pas par tous les jeunes, par certains jeunes. Qui pèsent pas très lourd en nombre, mais qui pèsent très lourd sur l'offre de service, tout simplement parce qu'ils vont l'influencer, ils vont le déterminer, ils vont le déterminer parce qu'ils vont avoir le pouvoir d'achat pour acheter. Donc le flight shaming par exemple, c'est porté par les catégories aisées. Donc les compagnies aériennes, il va falloir qu'ils s'adaptent. Forcément. Donc, ça va entraîner une adaptation de l'offre de service. Après, ce qui est recherché par ceux qui ont des soucis financiers, ce n'est pas la décarbonisation en premier lieu. Hein, qu'on est bien clair là-dessus. N'empêche que cette idée de la protection de l'environnement, pour l'instant, elle est encore portée par cette élite sociale et économique, mais c'est aussi cette élite-là qui va fixer la benchmark. Et par mimétisme, les classes moyennes inférieures, les classes moyennes supérieures d'abord, inférieures, et puis après les catégories modestes, vont vouloir faire comme les autres. Donc ils vont répliquer un schéma de flight shaming, bien que ça ne les concerne pas vraiment, mais dans leur tête, ça va commencer à jouer un rôle. Simon Tirole, je vous pose la même question qu'à Jorg sur le taux de départ. Vous pensez qu'il va remonter vite, pas vite, ça va mettre longtemps, et est-ce qu'on va de nouveau se bloquer sur le plafond de verre entre 63 et 65%? Ce taux-là, il ne s'améliore pas, il ne se dégrade pas tellement depuis une vingtaine d'années, en dehors des moments où, évidemment, la crise, là, bon. Je disais, le sujet essentiel, c'est celui du reste à vivre, qui permet de financer des projets pour partir en vacances. Et là, il y a quand même fort à craindre. Et il faut dire ce qui est. On a des professionnels du tourisme qui vont se retrouver devant des équations difficiles à tenir si les pouvoirs publics ne posent pas le sujet à un moment donné de l'aide aux structures. C'est-à-dire qu'on doit investir massivement pour conserver un patrimoine qui permet d'accueillir dans de bonnes conditions. On doit payer mieux et dans de meilleures conditions, et c'est normal. On doit appliquer le décret tertiaire qui conduit à des investissements massifs dans le cadre de la transition écologique. On n'a pas encore eu de réflexion sur la transition démographique et le fait qu'une grande partie des personnes accueillies auront plus de 65 ans d'ici quelques années. Et en même temps, tout augmente, mais on doit continuer à avoir une tarification qui soit la plus juste et la plus adaptée possible pour ne pas évincer les publics. Et cette équation-là, sans la mobilisation collective, mais sans surtout aussi des pouvoirs publics qui reviennent sur l'aide sur la possibilité de fournir de l'aide aux structures et non pas uniquement de l'aide aux personnes sur les départs, on n'arrivera pas complètement à la résoudre. Oui. Il y a un autre élément dont on n'a pas encore parlé. On parlait budget, des revenus, des dépenses, des aides qu'il peut y avoir. Il y a un autre élément qui s'y rajoute et qui est devenu un véritable enjeu depuis la crise sanitaire, c'est Netflix. C'est-à-dire, vous allez être en concurrence avec Netflix. Je m'explique. Si vous avez un budget de 100 €, aujourd'hui, la proportion affectée aux services et aux loisirs digital a considérablement augmenté, de plus de 20%. Donc sur les 100 €, il vous reste moins pour les affecter ailleurs, par exemple au départ en vacances, etc. etc. Donc forcément,
avec la démultiplication des abonnements Netflix au sein d'un ménage, avec plus d'argent dépensé pour ces biens de loisirs et ces biens de consommation, bah forcément, le reste à vivre et le reste à affecter pour des loisirs touristiques est moindre. Vous voyez, ce n'est pas que le prix de l'énergie ou le transport, etc. C'est aussi des paramètres comme ça qu'il faut comprendre et prendre en considération, notamment après la crise de 2021. Simon, vous vouliez réagir? Non, et oui. Essayer de, voilà, tous les deux quand même, d'avoir une note d'optimisme sur comment on va réussir à faire partir ceux qui peuvent. Alors, justement, en connectant les sujets, et on est dans une région où il y a de la montagne, donc je m'en voudrais de ne pas parler de montagne l'hiver et de ski. Si on connecte le sujet des vacances et celui de loisirs et de l'apprentissage de pratique. Dans l'étude que l'on a menée avec l'IFOP, et on l'a menée, l'UNAT et l'Alliance France Tourisme, donc les grandes entreprises du tourisme, et le président de l'Alliance, c'est Dominique Marcel, qui jusqu'il y a quelques jours présidait aussi la Compagnie des Alpes. Et on a trouvé intéressant avec Dominique Marcel de poser la question du départ au ski, donc à la montagne l'hiver, et on s'est aperçu d'une chose, c'est que, mais ça on s'en doutait bien, en février on a l'impression que tout le monde part au ski alors qu'on sait tous que ce sont des vacances parfaitement discriminantes d'un point de vue culturel et évidemment financier. Et on s'est aperçu qu'en posant la question, 92% des gens qui ne partent pas en vacances au ski ne sont jamais partis quand ils étaient enfants. Ce qui montre bien qu'on est là sur si on ne pratique pas la montagne enfant, on ne la pratiquera pas adulte. Et là, il n'y a aucune forme donc d'automaticité. Enfin, il y a une automaticité dans le renoncement, parce que ensuite, même si on a les moyens d'y partir, on a intégré que c'était pas pour soi. Surtout parce qu'on ne sait pas skier en plus. D'où le sujet qui est d'apprendre aux écoliers à skier dès le plus jeune âge, dans ce qu'on appelle notamment les classes de neige, qui sont un des meilleurs apprentissages pour apprendre à skier, découvrir un environnement qui est parfois un peu compliqué à appréhender, celui de la montagne et celui de la montagne l'hiver. Et là aussi, je me permettais pour faire cette connexion entre loisirs. Et donc il faut chercher comment est-ce qu'on arrive à faire des leviers sur tout un tas de sujets comme celui-ci. C'est très intéressant, mais pour l'instant, je n'ai pas vu un truc très positif. Mais bon, on va y revenir. Moi, j'ai deux trucs positifs. Qu'est-ce qui vous rend quand même un peu optimiste, malgré tout? J'ai deux choses très positives. La première chose positive, c'est le traumatisme de la grotte. Les Français, ça il faut comprendre, et on le voit dans nos indicateurs, ils ont vécu très mal vécu cette pandémie, cette période cet enfermement, physiquement mal vécu. Et ce qu'on voit dans le baromètre du sport 2022 qui va sortir, mais je vais vous vendre la mèche, on a une augmentation considérable des activités physiques et sportives chez les Français, qui sont passés de 66% à 72% de pratiquants, et notamment sur ce qui se passe outdoor, à l'extérieur, dans la nature, etc. Donc ça, c'est une piste et une tendance fondamentale. Et en parallèle à cela, on a une lassitude qui se manifeste vis-à-vis des nouvelles technologies. C'est-à-dire, ils ont fait leur tour des séries Netflix, là, ils en ont ras-le-bol. Et il va de même avec le temps d'écran qui commence maintenant à baisser, et notamment, figurez-vous, et c'est très étonnant, même chez les jeunes. Donc là également, un deuxième indicateur qui change de direction et qui nous envoie des signaux positifs. Ça, je pense que ça va être un signal très positif pour Jean Pinard qui est parfois un peu anti-écran, et donc c'est une bonne nouvelle qu'on entend là du Crédoc, non? Tu voulais réagir? Il faut qu'ils se désabonnent du coup. Voilà. Il faut qu'ils arrêtent et qu'ils se désabonnent. Ça prend du temps. Le désabonnement justement. à Netflix est très fort ces derniers mois. Je m'invite à la table ronde, je m'assieds. Vas-y. Et ensuite, si vous avez des questions, vous levez la main, comme ça je vous repère et je vous apporte un micro. N'hésitez pas à lever la main. Alors, on a une dame là-bas. Alors moi, le rebond juste que je voulais faire, c'est que
on a organisé il y a 15 jours l'Université du tourisme durable et moi j'ai été interpellé parce qu'un tour opérateur très engagé sur la notion de tourisme durable a dit, en précisant que depuis grosso modo l'après-guerre, donc d'un peu plus de 60 ans, l'économie touristique a toujours été en croissance au niveau mondial, avec un arrêt brutal avec la pandémie, mais cette croissance continue, on a l'impression que c'est un peu la norme dans l'économie touristique. Or, on voit bien que si on fait l'effort, parce que moi je pense qu'il faut le faire, de relier le tourisme durable au tourisme social, faute de trouver un autre nom, parce que moi je n'aime pas trop parler de tourisme social, mais en tout cas à l'accès aux vacances en plus grand nombre, le lien c'est que la croissance elle ne durera pas. En tout cas, elle ne peut pas durer sur les principes qui ont permis finalement à tous les pays, alors c'est très dommage effectivement pour les pays en émergence, mais de dire on fait déplacer les gens le maximum sans aucune limite. On sait que de toute façon, il faudra fixer des limites dans le déplacement des gens, donc il faudra voyager moins et surtout moins loin. Et je rajouterais plus propre par rapport aux enjeux du train. Moi, je ne sais pas si on arrivera à des quotas, je pense qu'il faudra des formes de solidarité entre les régions parce que, je le dis assez sincèrement, l'Occitanie a certainement moins besoin de clientèle lointaine que la Côte d'Azur ou Paris. Donc il y a peut-être des deals à trouver parce que nous, on accueille plus facilement des clientèles françaises que de Paris peut en accueillir, en particulier pendant l'été. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la croissance, elle ne sera portée que par notre capacité à faire augmenter le taux de départ en vacances. Le taux de départ en vacances dans les pays scandinaves, il est de l'ordre de 80%. Je faisais le calcul l'autre jour rapidement, en partant du principe qu'on est à 60 alors qu'on n'est qu'à 54 aujourd'hui, mais en revenant grosso modo au taux d'avant, 20 points de taux de départ supplémentaires à l'échelle nationale, c'est 14 millions, je crois qu'il y a un peu moins de 70 millions d'habitants, c'est potentiellement 14 millions de consommateurs de vacances en plus. Si on le ramène aux 40 millions qui partent déjà aujourd'hui, puisque ça fait à peu près 60%, c'est 35% d'augmentation. Alors je dis bien potentiel. Et moi la question que je voudrais poser à nos deux interlocuteurs, Simon et Jörg, c'est est-ce qu'il n'y a pas une forme comment dirais-je, de hiérarchisation, d'adaptation, d'acculturation à la problématique du départ en vacances en disant c'est ce qu'on essaye de faire en Occitanie et le L a été rajouté dans ce sens-là en disant mais est-ce qu'il ne faut pas commencer par acculturer et accompagner les gens dans la consommation des loisirs, c'est qu'on sort de chez soi et on consomme par rapport à ce qui vient d'être dit, on commence à consommer des activités de loisirs, on prend une nuitée, on prend 2 nuitées, puis après voilà, on a compris comment les vacances marchaient. Est-ce que si on veut atteindre ce taux de départ, on ne pourrait pas finalement voilà, s'interroger par rapport à ça et puis voilà, trouver des solutions, parce que moi je retiens effectivement que c'est le transport qui coûte cher, y compris quand on part en France. Et j'ai envie de dire que on a après-demain une intervention devant un ministre pour parler de tourisme positif. Alors le sujet va revenir et je pense que moi j'aurai encore une fois le mauvais rôle en disant qu'il va falloir se calmer sur les voyages lointains. Et moi je ne comprends toujours pas d'ailleurs pourquoi le billet congé payé est bloqué à 30% alors qu'on pourrait le mettre à 80%. Dès lors que les gens prennent le train, tout le monde est gagnant dans cette affaire-là. S'il faut le mettre selon des bases de quotient familial, on le met selon des bases familiales. Mais voilà, moi je pense que c'est 20 points de taux de départ supplémentaire, c'est l'enjeu de croissance de l'économie touristique dans un pays comme la France. Moi je ne veux pas me prononcer pour des pays émergents sur le tourisme qui malheureusement, si on prend moins l'avion, vont subir de plein pour la crise. Donc est-ce que pour vous, l'idée de dire il y a une espèce d'échelle avec des paliers progressifs. Voilà, on commence par des activités de loisirs à la journée, des week-ends et des vacances. Est-ce que ce n'est pas une piste de travail? Une petite réaction peut-être de Simon, et de Simon d'abord et de Jörg si vous le souhaitez, puis après on prend les deux. On a déjà 2 questions dans la salle, donc on va les prendre après. Oui. Une réponse sur 2 niveaux. Le premier, c'est que moi je suis toujours perplexe quand notamment une collectivité remplace une offre de vacances par une offre de loisirs à la journée. C'est ce qu'il y a quelque temps, la mairie de Paris avait tenté de faire en supprimant des colonies de vacances et en disant oui mais on renforce l'offre dans les bases de loisirs à la journée. Alors, je pense que dans ce sens-là, c'est une erreur et il faut lutter contre ça. C'est-à-dire que le bénéfice pour un gamin de partir 5 nuits en dehors de sa famille, de découvrir autre chose, il n'a rien à voir avec le fait
de pratiquer un loisir sur une base à la journée pendant les vacances. L'effet induit n'a rien à voir. Donc dans ce sens-là, je suis extrêmement vigilant, moi, sur ça. Dans l'autre sens, en effet, partir quand on n'est jamais parti, comme je disais, c'est pas automatique. Faire une valise, c'est pas forcément quelque chose de simple quand on n'est jamais parti. Savoir ce qu'on met dedans, pour combien de temps, savoir se projeter. Et donc, il y a un nécessaire accompagnement. Il y a des associations qui le font très bien, comme Vacances Ouvertes ici représentées. Et puis, en effet, cette offre de loisirs, elle peut permettre de mettre le pied à l'étrier pour découvrir qu'à l'horizon de quelques dizaines de kilomètres, quelques centaines de kilomètres, on peut faire une sortie qui va durer une journée, 3 jours après. Et ça peut mettre ce pied à l'étrier, mais attention de ne pas mélanger les sujets. L'autre point sur lequel je rebondis, ce que tu disais sur le potentiel de touristes en plus, il est extrêmement intéressant et ce que dans le tourisme social et solidaire, ou en tout cas dans les acteurs de l'économie sociale et solidaire, ce qu'on essaie de faire, nous, c'est d'avoir des établissements qui soient ouverts le plus longtemps possible dans l'année. Et accueillir plus de monde, c'est pas se dire on les accueille tous au même moment de la même façon, c'est de travailler sur les flux pour les répartir tout au long de l'année dans les territoires et dans l'espace, dans le temps et dans l'espace. Et c'est de se dire comment est-ce qu'on casse le modèle de la rentabilité à tout prix sur les 5 semaines d'été pour diffuser au maximum et arriver à ce qu'on ait des établissements, c'est notamment possible dans les villages clubs de vacances, les résidences de tourisme, qui puissent être ouverts 6, 8, voire jusqu'à 9 mois par an, dans des régions qui, ici, il y a des endroits où c'est parfaitement possible. Parce que quand on commence à être ouvert plus de 6 mois, 8 mois, parce qu'on accueille des familles l'été, des seniors à l'automne et au printemps, qu'on accueille des groupes scolaires, des randonneurs, des séminaires, la qualité de l'emploi, c'est pas la même. On ne travaille pas le tissu local économique de la même façon. Et donc moi, je rajouterai à ta réflexion le fait de casser, que ça participe par contre, ce sera réussi si on casse le modèle de la rentabilité totale sur l'été. Merci beaucoup, Simon. Je crois même que tu m'avais... Parce qu'on Oui. on est un peu attendu après. Alors, madame, il y a madame là qui m'a demandé le micro, allez-y. Donc moi je suis Stéphanie Nedelec, donc coopérative Sud-France, Île-de-France Sud, et j'avais une question par rapport au montant que vous avez affiché du 800 € par personne pour un séjour d'été. Donc si vous pouviez nous indiquer ce que comprend ce chiffre de 800 €, où on a bien compris effectivement et que le transport était un vrai sujet, je suppose, après l'hébergement. Mais qu'est-ce qu'il y a, dans ce chiffre, que regroupe ce chiffre? Qu'est-ce qu'il regroupe? Merci. Je vais vous le dire en détail. Je vais juste ouvrir mon ordinateur, là où c'est marqué, parce que je ne l'ai plus en tête en pourcentage. Donc il y a le transport qui est le premier poste, puis après on a ce qu'on appelle les forfaits. Voilà. Donc les forfaits, c'est à peu près au même niveau que le transport. Et dans les forfaits, il y a l'hébergement, transport jusqu'à la villégiature, forfait tout compris, ça peut être la restauration complète, les loisirs, etc. Hébergement 15%, restauration 11%, alimentation 11%, loisirs 10%, donc les loisirs consommés sur place, et 5 autres. Donc ça se ventile comme ça. Donc le budget global de cette somme que je vous ai donnée, c'est une moyenne, parce que les bas revenus, ça va être plutôt à 660, et les hauts revenus, ça va être plutôt à 1600 par personne. Mais ça se ventile en moyenne encore, ça se ventile de cette façon-là. Donc les forfaits, transport, hébergement, restauration, dans l'ordre, alimentation, loisirs et autres. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, donc ça veut dire que vous mettez effectivement le transport en premier, en fait. Oui. D'accord. Merci. Une petite question, monsieur, vacances ouvertes. Alors, ce n'est pas forcément une question, parce que si je pose une question, on va refaire un colloque. C'est juste pour repréciser ce que disaient les contributeurs. On a parlé beaucoup d'argent, mais on a juste effleuré la question de l'acculturation. Plus on maîtrise les codes de départ en vacances, moins le coût est élevé. Et c'est d'autant plus important pour les publics qui sont éloignés, puisqu'ils n'ont pas de famille,
parce que ça c'est comme le premier poste de partir en vacances, on part chez des amis. Ils n'ont pas l'environnement socio-économique pour pouvoir être accueillis. Donc il y a intérêt de travailler en amont sur le développement des compétences et de l'acquisition des codes pour aller, plutôt que d'aller, je sais pas, dans une agence de voyage où grosso modo c'est 25 ou 30% plus cher, d'aller sur un site X ou Y. Donc ça veut dire qu'il y a des apprentissages en amont qui pourraient permettre d'obtenir un taux de départ plus important. Ça c'est le premier point. Donc ça veut dire que la notion amont de l'accompagnement est essentielle dans la démarche d'acculturation. On va à l'école pour apprendre à lire, eh bien on peut aller avec des associations pour apprendre à monter ses projets vacances. C'est aussi un peu la même démarche. Et Simon l'évoquait, il y a l'écolo, il y a une phase intermédiaire qui est les départs autonomes de jeunes à travers différents dispositifs, dont Sac-à-dos, qui est sur le territoire de l'Occitanie. Il y a les accompagnements au niveau des familles, mais tout ça, c'est de l'acquisition de codes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, moi je vois plutôt ça de manière positive, depuis 20 ans, l'augmentation du coût du séjour a été globalement 7 fois supérieure au coût de l'inflation. Au niveau du tourisme, puisque en moyenne, l'inflation était entre 0,5 et 1%, et le coût du tourisme était à 3,5-4%. Ça a toujours eu un écart extrêmement important. Donc, dans l'absolu, si on est à 25%, peut-être que le reste va pouvoir suivre. Allez, peut-être que là, je suis dans une utopie un peu trop forte, parce que les contraintes économiques vont être telles que je ne vois pas comment on va réussir à combler cet écart s'il n'y a pas de politique publique effective. Et l'une des premières politiques publiques, c'est les politiques qui sont liées aux entreprises. Les CSE sont les premiers acteurs de l'aide au départ, et presque quels que soient les CSP concernés. Vous êtes chez Alstom, vous avez une composition sociale qui est plutôt de cadre supérieur, donc en dehors des fameux 1200 euros de revenus, et ils bénéficient par ailleurs aussi d'aide à travers un catalogue, etc. Donc c'est juste pour repréciser, pour dire un mot un peu violent, aujourd'hui les politiques publiques, comme les politiques d'aide au départ, ça touche tout le monde. Donc on ne stigmatise pas à travers le non-départ et les aides les publics. Un bon nombre d'acteurs aujourd'hui bénéficient d'aides. Donc on peut retomber sur une situation beaucoup plus normée et peut-être plus facilitante. Et le dernier point, l'autorisation sociale qu'on n'a jamais abordée, ou plus exactement les interdictions sociales. Aujourd'hui, vous avez le droit, je fais très court parce qu'on n'a pas le temps de développer. Aujourd'hui, on considère que ceux qui ont le droit à partir en vacances, c'est ceux qui ont un emploi. Sauf que les vacances, ça n'a rien à voir avec les congés payés. Simon l'a évoqué, c'est constitutif de la citoyenneté. Donc c'est aussi de reposer au sein des politiques publiques la place effective que l'on veut redonner à la question vacancière en termes de lien social et parfois faire juste sortir un tout petit peu la notion des congés payés qui est parfois l'un des plus grands freins à la mise en œuvre des politiques publiques. Voilà. Merci. Alors 10 secondes, Guillaume. Non, c'est bon. Alors, on a un apéro qui est offert par M Capital qui, vous savez, porte le fonds d'investissement tourisme d'Occitanie. Donc l'idée, c'est de vous présenter la collection des nouveaux hébergements 2022. Et juste avant, donc j'ai demandé à Karim de me rejoindre. Karim est le directeur d'Occitanie Film. C'est l'association qui, en Occitanie, organise l'accueil de tous les tournages de films. Et on voulait vous présenter un film d'animation qui a été réalisé par un studio toulousain, parce qu'il est important de montrer qu'on a des compétences à Toulouse et qu'elles ne sont pas toujours aux États-Unis. Donc, écoute, je te laisse présenter. On a beaucoup de retard, donc je sais que tu vas être concis. Et puis, on en dira un petit mot par rapport à ce qu'on attend des offices du tourisme, des acteurs du tourisme par rapport à ce film qu'on souhaite, nous, diffuser le plus possible en Occitanie. Je te laisse la parole. Merci. Avec plaisir, ce ne sera pas plus de 2 heures, comme prévu. Non, ça va vraiment avec quelques minutes. Est-ce qu'on peut passer sur le... Est-ce qu'il est bon? Donc je récupère la petite télécommande, si vous m'y autorisez. Et effectivement, comme vient de le dire Jean, merci pour l'invitation, merci pour l'accueil et effectivement permettre d'évoquer ces films. Alors en fin de journée, il nous semblait intéressant de proposer cette articulation possible entre des films tournés ici, des films fabriqués ici, associés à des logiques touristiques. Nous, à Occitanie Film, on passe notre temps à travailler avec une terminologie, avec un vocabulaire, un champ sémantique qui renvoie au champ touristique, lié au territoire, lié au talent, lié au fait d'attirer des tournages, de les accueillir au mieux et faire en sorte que ces films soient montrés beaucoup, longtemps et partout pour effectivement avoir un impact
économique qu'on peut mesurer, 70 millions d'euros pour l'année 2021, un impact artistique, un impact culturel, un impact touristique qui est difficilement quantifiable, mais qui malgré tout, on en est convaincu, nous pousse à continuer à structurer la filière et faire en sorte que des récits s'incarnent ici et se fabriquent ici en Occitanie. La proposition que je vous formule, ce sont ces trois sujets rapidement, les studios, les écoles et rappeler le marché du film d'animation. Et alors il se tourne des films en prise de vue réelle, comme on dit, des films de fiction, vous en connaissez beaucoup. Vous savez que 3 quotidiennes se tournent ici, Demain nous appartient, Un si grand soleil, ici tout commence, TF1 et France 2, et l'épisode 1000, Un si grand soleil demain, et l'épisode 1300, après-demain, pour Demain nous appartient. Pour celles et ceux qui suivent, on peut s'en parler tout à l'heure, parce que je me sens un peu seul parfois. Et les écoles, il y en a une quinzaine. Les sociétés de production, il y en a un petit peu plus partout en région, dont TAT dont on va parler, puis le Cartoon Forum à Toulouse qui est vraiment un des rendez-vous centraux du cinéma d'animation où des films naissent, se préparent, et c'était il y a 15 jours. C'est toujours très touchant de constater que des films pensés ici et ailleurs, du monde entier, ont des moments importants qui cristallisent et qui accélèrent leur parcours. La société de production TAT, comme vient de le dire Jean, c'est vraiment une locomotive. C'est une société de production installée à Toulouse. Ils sont 150, ils sont rue Pierre-Paul Riquet. Enfin, je le dis, mais il n'y a pas de visite organisée régulièrement. Et sur 3 étages, ils travaillent sur des longs métrages. Alors, pour celles et ceux qui ont des enfants, vous devez connaître Les As de la Jungle. Les séries, les 3 saisons, ce sont près de 180 épisodes montrés dans le monde entier. Et grâce à TAT, j'ai découvert qu'il y avait plus de territoires que de pays. Ce sont plus de 200 territoires qui diffusent Les As de la Jungle, Spike 1 et 2, Terra Willy en haut à droite, et Pile, le long métrage qui est sorti l'an dernier sur les écrans et qui nous a particulièrement intéressés. On a développé beaucoup d'actions touristiques aussi avec ce film de manière modeste, mais on a essayé malgré tout de rappeler que ce film a été inspiré, les décors de ce film ont été fortement inspirés par des lieux qui nous sont familiers en région. Je pense à la fois à la commune de Cordes-sur-Ciel, à Rocamadour, à la cité de Carcassonne, parce que Roc-en-Brume dans le film ressemble beaucoup à Cordes-sur-Ciel, associé aux remparts de Carcassonne, ainsi que des ruelles de Rodez, des toits d'Albi ou de Montauban. Et effectivement, l'équipe de TAT, qu'on a en partie ici avec le réalisateur et les 2 responsables graphisme, se sont promenés dans beaucoup de lieux en Occitanie pour s'inspirer de ces endroits, les dessiner et ensuite concrètement les montrer à l'image, les utiliser comme on en voit quelques secondes ici dans la bande-annonce sans le son, ce qui me permet de commenter dessus. Et effectivement, on a à la fois une Occitanie visible, une Occitanie audible, pas en ce moment, et également des couleurs, le fait que le groupe Vagarem participe aussi à la musique du film, Olivier Cussac qui est du Tarn, qui a écrit ses musiques. Et effectivement, pour avoir montré beaucoup le film en Occitanie, de nombreux spectateurs, spectatrices nous ont eu le sentiment d'une familiarité avec des couleurs, avec des lieux, avec des accessoires, etc. Voilà. Donc ça, c'est Pile. Le film est sorti l'an dernier. Il continue à être montré aujourd'hui. Et la prochaine sortie de Pathé, le 25 janvier prochain, offrira certainement la possibilité de programmation croisée avec ces 2 longs métrages qui satisfassent très souvent des jeunes publics entre 5 et 13 ans, mais aussi par un humour aussi qui touche le grand public. Les parents aussi ont plaisir, me semble-t-il, à suivre Pile. Quelques chiffres. 475 000 entrées en France, 15% des entrées ont été réalisées en Occitanie. Il y a 216 cinémas en Occitanie, 125 salles l'ont programmé. À l'international, aujourd'hui, le film a dépassé le million. C'est un document qui a été fait il y a 3 semaines, a dépassé le million, et le film continue à sortir dans de nombreux pays du monde. C'est pour Pile. Aujourd'hui, c'est Pathé. Le film est terminé depuis 3 jours. Le mixage de son a été terminé à Montpellier. Les personnes, et près de 150 personnes, ont travaillé depuis 3 ans sur ce film. Et il sera montré pour la première fois au Festival Cinémed, au Festival Méditerranéen à Montpellier, le 26 octobre à 18h en présence de l'équipe du film. Et effectivement, cet écrin méditerranéen est idéal pour ce film qui se passe dans un port méditerranéen de Grèce et qui, avec cette héroïne Pathé, on découvre la mythologie grecque, et de grands dieux et de grands personnages également de la mythologie grecque. Si vous voulez bien, aujourd'hui, j'aurais dû être à mes côtés, il aurait dû y avoir Jean-François Tosti, qui est le producteur fondateur de TAT. Malheureusement, il n'est pas avec nous, et précisément parce qu'il accueille à cette heure-ci le distributeur américain du film, et donc je lui ai proposé de parler en son nom, et il nous allait envoyer cette petite vidéo.
Bonjour à tous, je suis Jean-François Tosti, un des cofondateurs de la société TAT Productions. TAT, c'est une société qui fabrique des dessins animés, des films d'animation, des séries pour la télévision. Notre marque la plus connue, c'est les As de la Jungle. Donc si vous avez des enfants, vous en avez sûrement entendu parler, ou de nos personnages, Maurice le pingouin tigre et Miguel le gorille. Donc ça, c'est des programmes qui sont exportés dans le monde entier. On fait depuis Toulouse, depuis la province, depuis notre belle région occitane, on fait des programmes et des films qui sont vus dans le monde entier, traduits dans toutes les langues du monde. Et c'est pour nous un vrai vecteur de promotion de notre région. En plus, on est assez fiers, quelque part assez chauvin, et très content d'avoir pu démontrer que c'était possible de faire tout ça sans être à Paris. Donc on le met souvent en avant. On adore faire des partenariats avec des acteurs locaux. On travaille avec le TFC, on a travaillé avec le Muséum d'histoire naturelle de Toulouse. On est prêt à imaginer plein d'autres choses avec plein de sites touristiques, puisque nos personnages peuvent amener des familles, peut-être ou faire plaisir à des familles quand ils vont sur des sites touristiques parce qu'ils se sentent en terrain connu. Et là, j'ai envie de vous parler quand même rapidement de notre dernier film qui va sortir le 25 janvier, qui s'appelle Patty et la colère de Poséidon, qu'on a fabriqué entièrement entre Toulouse et Montpellier. Et on va essayer aussi d'utiliser ce film pour faire la promotion de notre région. Et peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui auront envie qu'on imagine des dispositifs pour faire parler de vous, faire parler de nous, en tout cas faire parler de notre région. J'aurais adoré être avec vous, mais mon emploi du temps ne m'a pas permis de le faire parce que notre distributeur américain est aujourd'hui à Toulouse pour visiter les studios. Sinon, ça aurait été avec grand plaisir que j'aurais discuté avec vous. À bientôt, merci. Ils ont eu la gentillesse de nous envoyer la bande-annonce. On voici tout de suite une petite minute pour voir quelques images et en découvrir quelques sons et musiques. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être une héroïne. Mais où tu vas? Patty! Tenez-vous prêts! En route pour l'aventure! Oh! À chacun son truc. Il y en a qui adorent la cuisine. Il y en a qui c'est devenir ninja. Waouh, cette maîtrise de fou. Mais le héros que je préfère, c'est Jason. Il a ramené la toison d'or, tenant ses pouvoirs de Zeus lui-même. Nous devions de montrer notre gratitude à Zeus. Trop stylé! La ramène pas trop quand même, tu connais tes frères. Il y en a un qui va finir par mal le prendre. Ma colère est immense. Vous avez quand même fait une grosse boulette. Vous êtes en train de vous dire, elle est où la boulette? Eh ben, elle est là, la boulette. Je vous laisse 7 jours pour me faire une statue aussi belle que celle de mon frère. Allez, fillette, tout le monde compte sur nous. C'est parti. Ça va, Sam? Pas vraiment, on n'a aucune idée des dangers qu'on va rencontrer. T'inquiète pas trop. On est quand même avec le plus grand héros de la Grèce. À la trappe. Je me demande ce que ça fait de traverser ce genre de gros temps sur un bateau. Courage, mes amis! Rajoute des éclairs! Quelle bande de gamins! C'est peine perdue! Abandonne ce projet! C'est ce que tu voulais, non? Quitter ce navire n'importe où à la première occasion. Tu verras de quoi je suis capable. On est tout près du but. Accrochez-vous, les enfants! Il faut absolument que j'y aille. C'est pour Patty. C'est ma seule famille. Il y a peut-être le moyen de t'aider. Alerte! Attrapez-les! On peut affronter les créatures les plus terribles. Surmonter des épreuves impossibles. On est une famille. Quand est-ce qu'on arrive? Le 25 janvier au cinéma. Voilà, rapidement cette bande-annonce et merci à eux, à TAT, de nous permettre de la montrer en totale avant-première. C'est un motif de satisfaction de savoir que ce film est entièrement fabriqué ici, fait ici, par des talents qui sont entre Toulouse et Montpellier, je l'ai dit. Vous vous souvenez peut-être, pour ceux qui avaient vu les Césars en 2020, que Serge Laloux, quand il a reçu le César pour Joseph, autre film fabriqué ici, il a remercié aussi le territoire et la région Occitanie. Alors, les propositions pour ce film, Jean, je vais te laisser la parole, mais c'est le fait de soutenir ce film, soutenir cette filière, soutenir TAT, et à travers eux, ce sont des centaines, encore une fois, de personnes, ce sont toute cette filière du cinéma-animation ici, et le fait de faire savoir que ce film est fabriqué ici, il est possible que des personnes, des touristes, sachant que c'est aussi les As de la Jungle, aient envie de le découvrir et envie aussi de réfléchir peut-être à des actions, mais
Je vous en prie, peut-être Jean, si tu songeais... Juste très rapidement, parce que j'ai des gens qui me grondent là-haut, parce qu'on a pris beaucoup de retard, mais je regardais tout à l'heure les collègues du Tarn, quand ils ont vu les images de Peel. Alors je ne sais pas si vous aviez vu que Corde sur Ciel avait inspiré les réalisateurs du film. Bon, là on est un peu plus loin que l'Occitanie quand même, mais même si ce qui nous rapprocherait c'est la Méditerranée. L'idée c'est quand même de faire savoir qu'il y a ce savoir-faire à Toulouse. Vous avez vu, aujourd'hui le directeur n'est pas là parce qu'il y a le producteur américain qui vient faire ses courses à Toulouse pour distribuer ce film. Et c'est de vous dire, en tant qu'office principalement, alors tu as cité les touristes, mais moi je citerai beaucoup les habitants aussi, de vos territoires de compétences, pour que quand le film sort, vous puissiez éventuellement faire des avant-premières, inviter TAT ou alors Karim et ses collègues pour venir parler de cette filière de production cinématographique de Toulouse, de manière à ce qu'on sache que voilà, dans cette région, on fabrique des films qui sont distribués dans le monde entier, et on le fabrique à partir de compétences, et puis surtout on le fabrique à partir de, là tout à l'heure on a vu, de décors qui permettent d'inspirer. Voilà. Donc on n'en dit pas plus, on a donc la présentation de cette nouvelle collection d'hébergement 2022. C'est une soirée donc parrainée par M Capital, et puis on a la chance d'inviter les Terrasses du Larzac qui sont aussi d'autres acteurs du territoire et du terroir. Donc je vous propose de prolonger la discussion là-bas tous ensemble. On se transporte tout de suite, pas d'arrêt pipi, on va tout de suite là-bas pour ne pas être en retard.